Salut, c'est la Panthère Raide. Bienvenue sur mon podcast Pod Partum. Le 17 avril 2021, la personne que j'étais est devenue une nouvelle version d'elle-même. Cette transformation s'appelle la matrescence. Pour la traverser, j'ai cherché, j'ai questionné, interrogé, fouillé en moi et sur Google. J'ai écouté beaucoup, de podcasts surtout. Et aujourd'hui, je voudrais partager tout ça et j'espère aider à mon tour. Ce sont les conversations qui ont pu faire évoluer mes réflexions et c'est donc cette forme que j'ai choisie pour mon podcast dans lequel les invités, je l'espère, pourront enrichir vos réflexions comme ça a été et comme c'est encore toujours le cas pour moi. Dans cet épisode un peu particulier, je serai seule pour vous parler de mon accouchement. C'est un peu par là que tout a commencé. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. La raison de la création de ce podcast est ma naissance en tant que mère. Tout commence par mon accouchement et donc cet épisode sera consacré à mon accouchement. Alors au niveau de la préparation, il faut savoir que je suis tombée enceinte pendant le Covid, en réalité entre les deux confinements. Les rendez-vous qui sont normalement prévus par l'hôpital pour de préparation à la naissance et à l'accouchement, tous ces rendez-vous-là étaient évidemment annulés et n'existaient plus. Et donc c'est moi qui ai dû me préparer à tout ça de deux façons. J'avais une prof de sport avec qui j'avais été en contact et qui avait fait la formation de Gasquet et qui donc préparait des mamans à l'accouchement par des exercices, par une préparation du corps en réalité. On avait des exercices à faire sur des positions, etc. Et c'était vraiment tourné autour de Gasquet. Je vais faire ici une petite parenthèse sur la méthode de Gasquet, qui est une méthode qui m'a été enseignée pour ma préparation à l'accouchement. Mais c'est une méthode qui m'a toujours paru comme la méthode, puisque c'est celle qui prend le plus en compte le corps de la femme et la physiologie. Donc ça permet un accouchement physiologique et avec la poussée dite naturelle qui part du principe qu'il n'est pas nécessaire de pousser pour faire venir le bébé, puisque naturellement, sans poussée volontaire, le bébé finira par sortir parce qu'il pousse lui-même, en plus de la contraction de l'utérus. Voilà, c'est toute une méthodologie. Il y a plein d'exercices de yoga, puisqu'elle est elle-même professeure de yoga. Et donc elle est donc devenue médecin à la suite de ses recherches sur le corps. Et donc voilà, il y a toute une théorie, tous des exercices posturaux et respiratoires qui sont tirés du yoga et qui permettent justement de préserver le corps et ensuite de le remettre à niveau. Et donc ça permet d'éviter tout un tas de conséquences comme les chutes d'organes, des problèmes de périnée, des problèmes urinaires, tout un tas de choses qui sont en fait des conséquences du coup d'une brutalité par rapport au corps de la femme durant l'accouchement et qui passe en fait par la poussée. Et d'un autre côté, j'avais trouvé une sage-femme qui dans la deuxième partie de ma grossesse, avait commencé à me suivre avec mon compagnon, donc ça c'était vraiment super. Et donc ce qui a été très intéressant pour cette préparation, c'est que ça a vraiment été une préparation où elle voyait cet accouchement comme quelque chose qu'on faisait ensemble. Donc elle mettait très fort le papa à contribution et ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement important. Donc au niveau de la préparation, évidemment, quand j'ai dû faire mon projet de naissance, j'étais un peu perdue parce que je n'avais que des connaissances théoriques sur l'accouchement. Et tant que ce n'est pas arrivé, je trouve ça extrêmement abstrait. On n'a
aucune idée de comment ça va se passer en réalité. Donc évidemment, comme j'avais appris des méthodes sur l'accouchement physiologique, j'avais évidemment appris qu'il était préférable de ne pas pousser. Mais à ce niveau-là, j'avais déjà une amie proche qui avait une grossesse avec 2 mois de décalage. Et donc, par le témoignage de son accouchement, eh bien, j'avais appris qu'en effet, il y avait une espèce d'inadéquation entre ce qu'on nous apprend sur le fait que, bah oui, il faut pas pousser, enfin, toute la théorie de Gasquet, voilà. Et dans les faits, en fait, on se retrouve à l'hôpital, on se retrouve couché sur le dos. Et quand on nous dit, maintenant, il faut pousser, on a rien pour dire, non, en fait, je pousse pas. Enfin, on n'a rien. Disons que on est un peu... on est peu de choses, et en fait, on n'a pas vraiment le choix. On est là, ok, moi, en fait, j'ai envie que mon bébé naisse, donc je vais faire ce qu'on me dit. Et puis, ce sera très bien comme ça. Et au niveau de mon projet, j'avais beaucoup écouté d'émissions d'Anna Roy, qui est donc la sage-femme connue dans la maison des maternelles. Et j'avais beaucoup écouté ce conseil de ne pas trop préparer son projet de naissance et de ne pas trop se dire ok, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'en réalité on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc je l'avais noté dans mon projet de naissance que que c'était mon projet était dans l'idéal, je voudrais ceci, cela, mais je m'étais préparée à être ouverte aux événements et à ce qui se passerait. Alors évidemment, une des premières choses qui était importante pour moi, c'était d'accoucher par voie basse. Et c'est vrai que j'avais été un peu inquiétée, notamment autour de ma famille, de ma grande sœur qui a la même taille que moi et qui avait dû du coup opter pour la césarienne. Mais c'était un choix avant l'accouchement, c'était pas du tout une césarienne d'urgence, c'était un choix que la gynécologue avait conseillé parce que elle avait vu qu'il n'y avait pas assez de place pour le passage du bébé. Et un des premiers rendez-vous chez la gynécologue, j'étais reçue par une sage-femme qui travaillait au bureau de la gynécologue. Et elle m'avait dit oui, en effet, vous êtes petite, vous avez des petits pieds, souvent ça ne passe pas et souvent on doit passer par la césarienne. J'ai fait oui. Donc j'étais pas très rassurée. Et quand j'en ai parlé à ma gynécologue, elle m'a dit on parle pas du tout de ça maintenant. De toute façon, c'est le genre de question qui se pose beaucoup plus tard. Si le bébé est éventuellement extrêmement grand, qu'il pèse plus de 4 kilos, là on commence à poser des questions. Mais pas maintenant, et donc elle n'avait pas du tout vu de problème avec la taille de mon corps, donc ça c'était plutôt rassurant. Bon, très vite j'ai un peu chassé cette idée de la tête, j'ai bien compris que mon corps ne m'empêcherait pas d'accoucher par voie basse. Et donc dans les choses que je voulais, j'avais déjà dit que idéalement je préférais ne pas avoir de péridurale. Idéalement. Mais on m'avait évidemment vivement conseillé de, entre guillemets, réserver une péridurale et que je puisse choisir sur le moment si je faisais ce choix ou pas, que c'était plus facile dans ce sens-là. Et on a bien fait de me donner ce conseil. Alors, donc voilà, ça c'était un peu pour les projets. Sinon, j'avais pas spécialement de préparation d'hypnose ou des choses comme ça. J'avais juste eu des exercices avec ma sage-femme, des exercices de concentration. Voilà.
exercices à faire, mais pas un training. Et je pense que ça nécessite évidemment un long training d'auto-hypnose pour ne... Voilà. Et voilà, c'est un autre sujet. Alors, au niveau du terme, il y avait évidemment une date de terme. Ma sage-femme avait dit, alors, avec un premier bébé, souvent, le bébé vient bien après la date officielle du terme. Donc ça, j'étais un peu préparée à ça. Mais les circonstances ont fait que mon compagnon avait un contrat de publicité où il devait tourner une pub à Kiev. Exactement 10 jours après la date officielle du terme. Alors que justement 10 jours c'est en général la date où on commence à dire si le bébé n'est pas là, on provoque. Or je voulais absolument que le papa soit là pour l'accouchement et pour lui c'était exclu, il ne pouvait pas envisager de ne pas être là pour l'accouchement. Donc on avait déjà posé la question, tiens, voilà, si le bébé n'arrive pas assez vite, est-ce qu'on pourrait envisager une date d'induction pour que les premiers jours où le bébé serait là, le papa puisse être là et que je sois pas seule. Et qu'on puisse être ensemble et qu'ils ne doivent pas partir directement après la naissance du bébé. Donc le terme était prévu pour le 14 avril. Et donc on avait prévu, je pense, si je ne me trompe pas, une induction pour le 19 avril. Mais j'étais vraiment convaincue qu'il viendrait en temps et en heure et qu'on ne devrait pas utiliser cette option. Mais voilà, c'était dans les options. Donc la date du terme approche. On arrive au 14. Je n'accouche pas. Je m'étais d'abord un peu préservée quelques jours avant pour avoir beaucoup de force. Et puis je me suis dit, oh et puis zut, j'ai envie qu'ils viennent. Donc j'avais un peu tout mis en œuvre pour que ce soit le cas. Je m'activais, j'enlevais les mauvaises herbes, petit truc de maman. Hein. Oh, active-toi, tire tes mauvaises herbes, moi ça l'avait fait venir. Voilà. Donc voilà, j'avais demandé conseil à ma sage-femme, j'avais utilisé tout un tas d'astuces, d'huile, d'onagre pour assouplir le col. On avait utilisé le charbon moxa, enfin tout un tas de choses pour motiver le bébé à venir. Évidemment, l'ocytocine, la prolactine, donc voilà, tout était mis en place pour que le bébé vienne. Donc la date du 14 se passe. Donc le 14 c'était un mercredi. Donc le mercredi se passe, toujours pas de signe de bébé. J'avais à ce moment-là des toutes petites contractions de Braxonix, notamment des décharges dans le bas du ventre, des choses comme ça, mais rien, vraiment rien d'éprouvant. Et donc j'avais du coup un monitoring qui était prévu le jeudi 15. J'avais un monitoring prévu le samedi matin, samedi 17. Et le lundi 19, si le bébé n'était pas là, c'était prévu que j'entre à la maternité pour une induction. Donc voilà, le 14, rien ne se passe. Et le 15, à 3h du matin, je me réveille, je vais aux toilettes, et je vois qu'il y a un liquide un peu rosé dans le fond de ma culotte. Je me dis, tiens, ça y est, sûrement il arrive, c'est sûrement déjà des signaux qu'il arrive.
Mais bon, je vais me recoucher, je me recouche. Le lendemain matin, j'avais toujours ces pertes. Évidemment, je commence à me poser des questions. Est-ce que ce serait le bouchon muqueux Est-ce que ce serait une fissure de la poche Voilà, le temps passe. C'est donc à ce moment-là le vendredi 16. Et donc le temps se passe, et rien ne se passe d'autre que ces pertes qui sont toujours bel et bien là. Et là, quand même, en fin de journée, quand même vendredi en fin de journée, et je ne sais plus si on attend quand même le soir. Je crois qu'on attend quand même le soir. Alors pour la petite anecdote, on regardait koh Lanta. Et donc on se met devant l'épisode, mais ça continue, et là ça commence un peu à s'intensifier au niveau des douleurs. Et donc j'avais regardé, je calculais les contractions qui passaient mais c'était pas régulier en fait. C'était de temps en temps, il y avait 5 minutes entre les contractions, puis de temps en temps ça redevenait 10 minutes, puis de temps en temps j'avais vraiment un quart d'heure où je n'en avais plus. Donc c'était pas du tout régulier, mais ça s'intensifiait. Et à ce moment-là, je perds quand même de plus en plus de sang. Et là, quand même, on est en fin de journée, le vendredi soir, au moment de savoir qu'il y a du sang, on se dit c'est pas génial, on va appeler la maternité, on avait le numéro de la maternité, pour poser la question qu'est-ce qu'on fait. Alors là, ils nous disent écoutez, de toute façon, on laisse pas ça comme ça, on va vérifier, peut-être en effet qu'il y a une fissure de la poche, venez. Donc on arrive sur place, nous à ce moment-là évidemment on a déjà toutes les affaires avec nous au cas où. Donc voilà, parti pour la maternité en pensant qu'on y allait, voilà, et que j'allais accoucher. J'arrive là-bas, ils me disent écoutez, on est un peu débordés, tout le monde est en train d'accoucher en même temps. Donc on est en manque d'effectifs, mais voilà, on va s'occuper de vous, mais voilà, sachez qu'on ne peut pas s'occuper de vous comme on le voudrait, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, ok. On nous place quand même dans une salle d'accouchement à ce moment-là, donc pas du tout une chambre, mais vraiment la salle d'accouchement, une des salles d'accouchement qui était libre. Donc c'était vraiment en termes de personnel qui manquait du monde, parce que voilà, le lieu était disponible. On fait un premier test pour vérifier si c'est du liquide amniotique qui coule ou pas. Et là, le test revient négatif. Donc, a priori, c'est pas le liquide amniotique. Je commence à avoir des contractions. Et là, j'ai une charmante sage-femme qui me dit de toute façon, c'est pas des vraies contractions, c'est des fausses contractions. À ce moment-là, évidemment, vu la douleur, je me dis ah ouais, ça c'est une fausse contraction. Bah, tu vas voir. Si ça c'est une fausse contraction. Donc voilà, sur le moment, c'est le genre de phrase qu'on n'est pas du tout prête à entendre. Hein. Parce que quand la douleur est véritablement là, entendre que c'est une fausse contraction, c'est un peu un déni de ce qu'on vit, c'est pas très agréable. Donc là, on attend, et puis ils reviennent vers nous. Ils disent bon voilà, c'est pas le liquide amniotique. Pour le moment, on ne pourra pas s'occuper de vous comme on le voudrait. Vous seriez mieux chez vous, rentrez chez vous. Donc, on reprend toutes nos affaires et hop, on est reparti vers la maison. Évidemment, à ce moment-là, c'est pas du tout agréable. Hein. Se faire renvoyer chez soi alors qu'on était venu pour accoucher, c'est pas du tout agréable. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on rentre. Et sur le trajet du retour, je mets mon siège vers l'avant parce que le bébé était placé en postérieur. C'est-à-dire que normalement, pour naître, le bébé est censé regarder vers le dos de la maman. Et là, il était dans une position où il regardait justement très poétiquement vers les étoiles. Ce qui est pas la position idéale, en sachant que jusque-là, sur toutes les échographies, il était en bonne position.
Et notamment, je me rappelle encore du 25 mars, où il était dans la bonne position, la position du plongeur, tout était aligné, tout était parfait. Et le bébé s'est donc retourné pour regarder vers les étoiles peu de temps avant la date du terme. Et donc je remets mon siège incliné vers l'avant, ce qui était censé être une position qui devait inciter le bébé à se retourner dans le bon sens. Sauf que je commence à avoir de plus en plus mal, et là le trajet de retour commence à devenir vraiment, vraiment très pénible. J'ai vraiment mal. À ce moment-là, c'est extrêmement douloureux. On rentre à la maison, il est donc, je pense qu'il doit être à l'approche de minuit, donc ça c'est le vendredi soir. Et le 16. Et donc on se met à regarder, on avait enregistré du coup l'épisode de Koh-Lanta, et donc on se met à regarder la suite, et là je regarde cet épisode entre mes contractions qui me font évidemment de plus en plus mal. Je peux vous dire que le lendemain je ne me rappelais plus qui était parti. Donc l'épisode se termine, j'en peux plus, et là clairement je n'envisage pas d'aller me coucher. C'est pas possible, je peux pas aller me coucher, j'ai trop mal, je vais pas dormir, et donc ça veut dire que a priori je vais sans doute quand même bientôt accoucher et que je vais passer une nuit où je ne vais pas dormir. Donc je décide de prendre un bain, et j'avais en tête que quand c'était des contractions de Braxton Hicks, le bain ça calmait les contractions. Alors que si c'était des vraies contractions, normalement ça ne devait pas fonctionner pour les calmer, en tout cas ça allait du coup les amplifier. Donc je me mets dans le bain. Sur le moment, c'était plutôt apaisant, je continuais à avoir des contractions, mais c'était plutôt apaisant d'être dans le bain. Je sors du bain, et là, ça repart, mais beaucoup plus fort, quoi. Je me dis, ok, là il y a un truc, c'est pas normal. En plus, je saignais abondamment à ce moment-là. Je me dis, ok, maintenant ça suffit. On retourne, on les appelle, on appelle la maternité, et dit, oui, venez. Donc on arrive, là, on nous installe, voilà, on me donne tout l'endroit à disposition, et voilà, faites comme chez vous. Et là, évidemment, j'ai aucune idée de si ça se passe toujours comme ça, mais probablement. Là, tous les X temps, j'ai une sage-femme qui vient voir comment ça va, etc. Et au niveau de mon col, il n'était pas du tout ouvert, quoi. Pas du tout ouvert. Il descendait pas. Donc il y a toute une première partie où le col est vraiment tout fermé. Donc il y a la première partie où d'abord il s'ouvre pour arriver à comme une membrane fermée. Mais à ce moment-là, voilà, ça bougeait pas du tout. Et progressivement, les contractions montent, et là, clairement, j'en étais à 5 minutes entre deux contractions. Mais ça m'épuisait, quoi. La douleur faisait que j'arrivais pas à me concentrer pour accueillir la contraction comme une vague, parce que j'étais épuisée. Donc, entre deux contractions, j'arrivais pas à me concentrer, je finissais par m'endormir. Et j'étais réveillée par la contraction, ce qui faisait que je pouvais pas du tout l'accueillir comme une vague. J'étais incapable de refaire les exercices qu'on m'avait pourtant appris précédemment. Et avec du recul, je pense que ce qui était très difficile et qui aurait peut-être été différent, s'il y avait eu beaucoup plus de monde. Là, on était vraiment très très seuls. La maternité, et j'aurais aimé avoir un bain. Et en fait, il n'y avait que 2 baignoires dans l'hôpital, et elles étaient réservées à celles qui, de base, n'avaient pas demandé la péridurale. Et moi, je pouvais l'avoir, la péridurale. Mais de toute façon, la péridurale, on la propose vers 5 cm d'ouverture, et là, on n'y était pas encore, quoi. Et donc je déguste, au bout d'un moment j'en peux plus. J'avais super peur le matin venu, donc le samedi matin, qu'on me dise de rentrer chez moi. J'aurais pas pu le supporter, là je pouvais plus supporter la douleur.
J'étais vraiment au bout de ma vie alors que ça s'ouvrait pas. Donc c'est extrêmement décourageant parce que y a rien à faire. On se dit ok, je suis pas faite pour ça. J'ai très très mal alors qu'on est nulle part au niveau de l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Et puis sage-femme revient, alors il n'y a toujours pas d'ouverture, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler votre gynéco. Et là, la gynéco a été super. Elle a proposé, en tout cas, une solution qui a été salvatrice pour moi. Donc en réalité, on ne peut pas avoir de péridurale quand c'est encore autant fermé. Et là, comme une induction était prévue le lundi matin, et que de toute façon j'avais prévu la péridurale, elle décide d'utiliser le Synto, donc les hormones d'ocytocine synthétique, qui sont donc les hormones qui provoquent l'accouchement. Bon là, peut-être que ça a été du coup une erreur, je ne sais pas. Parce que le problème du Synto, c'est que ça rend les accouchements beaucoup plus douloureux. Et que c'est d'ailleurs pour ça que quand on met le Synto, d'office, on a la péridurale. Et donc pour avoir la péridurale, j'ai dû avoir le Synto. Donc on me branche, voilà, la pose de la péridurale se passe très très bien. Et je me rends compte qu'à chaque injection de dose de la péridurale, je la sens très très bien. Je sens le liquide froid, je sens que j'ai une nausée, donc je sens quand il y a le produit, quoi. Donc le produit arrive, là, magique, je sens toutes les contractions, mais je ne sens pas la douleur. Là, je me dis, je remercie l'univers entier, ok, c'est super, merci. Je vais donc mettre la péridurale sur un piédestal, je vais lui construire un hôtel de dévotion, c'est magique. Donc j'ai donc ma péridurale, le Baxter de Synto, tout est prêt. Et donc on attend que le travail s'enclenche. Petit à petit, j'ai donc le col qui commence à descendre. Et donc ça, le long de la nuit, ça s'ouvre petit à petit. Toujours trop lentement à mon goût évidemment, mais voilà, ça s'ouvre petit à petit. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'anesthésiste m'avait dit, voilà, vous pouvez appuyer pour augmenter les doses, mais voilà, je vous conseille de trop en mettre, c'est important d'encore sentir, etc. Je dis oui, vous inquiétez pas, et du coup je n'appuie pas du tout sur ce bouton. Et donc c'était génial parce qu'en effet j'avais pas de douleur, mais je sentais très très bien toutes les contractions. Donc au bout d'un moment, je me rends compte que les doses que j'aurais dû avoir, je sens plus le produit, je sens plus le froid, j'ai plus les nausées, et ça commence à être étrange parce que la machine affiche un message d'erreur. À ce moment-là, on dit ok, probablement qu'il y a un truc qui est bloqué, on appelle l'anesthésiste, mais ça continue à biper, je sens que je suis censée avoir les doses, mais je sens pas le produit, etc. Donc ça se passe, puis finalement l'anesthésiste arrive, en effet, il y a un problème, il démonte la machine, il la remonte, il dit voilà, ok, maintenant ça devrait repartir. Il s'en va, il y a le bip qui dit que je suis censée avoir la dose, de péridurale, sauf que à nouveau rien ne se passe, je sens pas le froid, je sens pas la nausée, et là évidemment le temps passe, et donc toutes les doses que j'aurais dû recevoir, je les reçois pas, et donc la douleur commence à devenir vraiment très, très prégnante, d'autant plus que le bébé est toujours pas repositionné. Moi à ce moment-là, en fait je garde tout, l'avantage c'est que je peux toujours me mouvoir comme je l'entends, et donc
j'arrive à me mettre à quatre pattes, je n'essaye pas de marcher, mais donc du coup j'essaye de prendre tout un tas de positions pour aider le bébé à descendre. Des positions que j'avais vues avec la théorie de Gasquet, etc. Mais là, rien à faire. Dans la position de bébé, sa tête tape avec son occiput sur le bas de ma colonne. Et ça commence à me faire extrêmement mal au coccyx et dans le bas de ma colonne vertébrale. Ça me fait vraiment très très mal. À ce moment-là, on constate que non seulement j'ai mal, mais en plus que j'ai pas de péridurale, le produit n'arrive plus. Et en plus, mon compagnon s'aperçoit que la machine a été débranchée. Et elle n'a pas été rebranchée. Probablement au moment du problème avec la machine, l'anesthésiste a visiblement oublié de rebrancher la machine. Donc là, on l'appelle. Il vient. Il rétablit le truc, mais sur ce temps-là, il y a bien quelques heures qui sont écoulées. Et durant toutes ces heures, j'ai pas eu de produit. Donc là, je commence vraiment à déguster. Là, j'ai vraiment mal. Le produit revient. Ok, là, je sens que le produit vient, mais il n'y a rien à faire. La douleur, elle est là. Et la douleur, elle ne passera plus. Jusqu'à l'accouchement, elle ne passera plus. Donc là, j'en viens... donc il y a eu tout un moment où mon compagnon, lui, s'endort. Et moi, évidemment, je reste éveillée à attendre que mon col s'ouvre. Et là, la douleur devient de plus en plus insupportable. Le col s'ouvre quand même petit à petit, ça commence à venir. Et le matin, une des sages-femmes arrive et là, elle me dit « Ok, c'est bon. Ça commence à être bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer, vous allez me montrer comment vous pouvez pousser. Et si je vois que c'est suffisant, on appelle la gynéco. Donc on fait un petit test. Elle me dit voilà, mais bon, faites pas semblant, hein. On veut tester si vous êtes capable de le faire, donc on y va. Je me dis ok, mais bon, j'en donne pas trop non plus. Donc j'y vais, je pousse. Elle me dit ok, c'est bon, il y a moyen, on va faire ça, on va appeler la gynéco. Donc là, on attend qu'elle vienne. Elle arrive, tout le monde se met en place, on y va, et là on me demande est-ce que vous savez comment on pousse ? Non, déjà parce que je ne savais plus rien, et que en plus, pendant la préparation à l'accouchement, on explique un peu les mouvements et tout ça, on explique surtout qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour se préparer, on peut pas s'entraîner à pousser, puisque c'est vraiment pas bon de le faire quand on n'accouche pas et qu'on est enceinte. Et donc elle me dit, vous inspirez, vous bloquez la respiration, et là vous poussez, vous rentrez la tête, et vous poussez toutes vos forces. Ok. Et là, je m'aperçois que ce qu'on avait dit était vrai. On nous enseigne qu'il ne faut pas pousser, mais en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on doit pousser. Et donc je me mets à pousser de toutes mes forces, je pousse, ça me fait toujours très mal. Ça soulage parce qu'évidemment je m'empêchais de pousser et ça me faisait encore plus mal à chaque contraction, mais là je peux pousser et j'ai toujours mal. Au moins je suis soulagée de ne pas devoir retenir la contraction, mais au moins... mais par contre ça me fait toujours bien mal. Et donc, on fait quelques poussées, ça fonctionne pas, ça descend pas. On voit, moi à ce moment-là, dans mon schéma mental, je suis persuadée qu'il est loin. Donc, elle prend un miroir et elle me montre quand même, et je vois, je vois sa tête, quoi. Je vois sur la poussée, je vois ses cheveux. Enfin, le peu de cheveux qu'il avait. Donc je vois sa tête. Et là, je me rends compte, ah oui, vraiment, il est là, il est presque là, quoi. Malgré tout, les sages-femmes se regardent, elles disent bon ok, elle pousse comme il faut, mais ça vient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, une des sages-femmes propose quelque chose. À ce moment-là, je ne sais pas du tout que c'est un des actes qui normalement n'est plus pratiqué.
Mais donc elle demande à la gynéco si elle peut pousser sur mon ventre. Et la gynéco accepte de le faire une fois. Donc on le fait et elle pousse, moi je ferme les yeux, je vois pas, mais mon compagnon voit tout ça. Et dit, elle s'est vraiment littéralement mise de tout son poids pour pousser sur le bébé pour qu'il sorte. Sur le ventre quoi. Bon malgré tout ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, elle ne me pose pas la question, mais je comprends. Elle fait un signal aux sages-femmes. J'entends un bruit de métal. Et je sens l'aiguille. Donc pour dire à quel point, en effet, je sentais tout. Donc à chaque fois, à chaque contraction, je la sentais venir. Donc à chaque fois, c'est moi qui préviens, qui dis « Attention, la contraction arrive ». Mon compagnon regardait le monito, il la voyait venir sur le monito. Et la gynécologue la voyait aussi. Donc on était à 3 pour indiquer que la contraction arrivait. Donc là je sentais tout, et en plus je sens l'aiguille. Et donc je sens qu'elle est en train de m'endormir à la sortie. Donc je comprends qu'elle va donc pratiquer une épisiotomie. Alors j'avais mis évidemment épisiotomie à éviter, sauf si, et là on est dans le cas de sauf si, et en soi ça n'a pas du tout été un problème cette épisio. Le problème a vraiment été la poussée et le fait qu'il bloquait. J'expliquerai plus tard du coup. Mais donc j'entends le bruit, et donc comme je sens qu'elle est en train de m'endormir à la sortie, j'ai entendu les bruits de métal, je vois que ça s'agit autour de moi. Là je comprends que on va passer au forceps. Et alors elle a cette petite phrase très poétique où elle me dit « On va l'aider un petit peu ». Et donc comme je comprends ce qui va se passer, je lui fais comprendre que j'ai compris, et je la regarde et je fais « Est-ce que je vais la sentir l'épisio ?» Elle me dit « Non, vous inquiétez pas ». Donc ok, on s'est compris. Mais pour dire à quel point en plus ça peut être quand même générer du stress, quand on utilise ce genre d'instrument, il y a un pédiatre qui est appelé pour vérifier la sortie du bébé s'il va bien. Donc c'est quand même assez stressant. Donc tout le monde se prépare, elle me dit ok, vous me dites quand on y va, machin, on y va, ok, je pousse, et elle m'aide. Et là à ce moment-là je ne vois pas, donc je ferme les yeux pendant la poussée, mais ça c'est mon compagnon qui me l'aura raconté après. Il me dit, elle pousse avec sa jambe contre le lit et elle tire de toutes ses forces, de tout son poids pour sortir le bébé. Donc il faut s'imaginer quelle est la force qu'il y a là-dedans, quoi, pour qu'il puisse sortir. Donc il y a toute la force de moi qui pousse, plus ça. Et là, dès la première fois avec les instruments, la tête sort, la nuit stop, ok, je m'arrête. Ça me paraît très très court entre le moment où je dois arrêter de pousser, où visiblement la tête est sortie, il se met bien au niveau des épaules, et hop, la deuxième poussée, pouf, j'étais étonnée qu'il soit déjà dehors en fait. C'est bon, c'est fait, ah bon ah ça y est, il est dehors. Donc là ça a été très 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 étonnant. Je pense que j'ai dû pousser plus ou moins 45 minutes. En sachant que probablement que j'ai dû pousser pendant 40 minutes, je me rappelle pas. Honnêtement, là, je me rappelle pas. J'ai pas l'impression d'avoir poussé tant de fois que ça sans qu'il ne sorte. Bon, c'était peut-être plus une demi-heure, 45 minutes, je ne sais plus exactement. Mais donc ça y est, il était 21h et il était sorti. J'avais même, pour la petite anecdote, une des sages-femmes qui m'avait dit « Bon voilà, normalement, je finis mon service à 8h, mais j'ai vu tout le déroulé, j'aimerais bien voir cet enfant naître. » Donc je la regarde et je fais « Ok, on part là-dessus, challenge accepté. » Et donc elle a pu être là pour l'accouchement, mais c'était aussi d'ailleurs elle qui avait poussé sur mon ventre.
Mais donc voilà, j'ai été très 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 contente de toutes les sages-femmes qui ont été là, qui ont fait quand même un boulot super. Elles étaient évidemment pas assez nombreuses. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais à partir de quand je suis rentrée dans ma chambre, elles ont été vraiment toutes super. Elles avaient toutes aussi un profil différent, des méthodes différentes, mais voilà. Pour ça, je regrette absolument pas. Et donc oui, évidemment, il y a eu le petit check du bébé par le pédiatre. Ok, tout est en ordre. Donc là, j'ai poussé, il est sorti. On me le met sur le ventre et à ce moment-là, je ne le vois même pas. C'est-à-dire que je regarde, mais je vois un bébé gris qu'on me pose sur la poitrine, et là je réfléchis pas, c'est juste instinctif. On lui met le petit essuie pour qu'il ait pas froid, je le pose sur moi, et j'ai juste un instinct, c'est le protéger quoi. Et donc je le prends dans mes bras et je dis mon bébé, voilà, je le protège. Après ça, on m'a laissé, je pense, bien les 2 heures de peau à peau, où évidemment je suis épuisée, où au final, voilà, je me dis, je profite pas en tant que telle de ces 2 heures où je suis épuisée, et je me demande quand est-ce que je vais rentrer dans ma chambre, quoi. Mais donc pendant tout ce temps-là, il est sur moi, on m'a averti, oui, il est déformé, mais c'est normal, ça a été difficile, ne vous inquiétez pas, il va reprendre une forme normale, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ça c'est pour l'accouchement en tant que tel. Et puis 2 heures après, on vient voir si tout se passe bien pour me ramener dans la chambre. À mon avis, là c'est un peu flou dans ma tête, c'est probablement le moment où le papa a dû prendre le bébé, je sais plus exactement, ou alors peut-être qu'on l'a encore pris pour voir si tout allait bien, je sais plus. Mais on essaye de me lever. Là je me mets debout et puis je sens que ça tourne un peu, je me dis bon alors on cherche pas, je vous laisse pas aller aux toilettes seule si votre tête tourne, on va faire autrement. Et donc là il y a ce charmant je sais plus comment ça s'appelle, où on me vide la vessie, et ça c'est vrai qu'en tant que femme on se sent un peu pas dépossédé de ses facultés, quoi. Oui, la panne, c'est comme ça qu'on appelle. On se dit waouh, ok, on vient de mettre un enfant au monde, mais on n'est même plus capable de se lever et d'aller uriner seul, c'est un peu étrange. Et bon voilà, c'est vrai que ça a été un accouchement long, qui a duré 17 heures, douloureux, on a utilisé les forceps, j'ai une épisiotomie, j'ai été recousue, enfin voilà, je me dis ok, finalement je m'en sors bien. Et donc voilà pour l'accouchement en lui-même. À ce moment-là, voilà, je peux rentrer dans ma chambre et on peut terminer cette nuit. À ce moment-là, évidemment, il est 3h du matin. Et évidemment, tout le monde est épuisé. Et donc, tout le monde dort. Et donc, la première nuit, évidemment, elle est merveilleuse. Et c'est après que ça a été horrible. Parce que, du coup, il y a eu le commencement de l'allaitement où c'était extrêmement douloureux. Et j'avais eu beau écouter plein de podcasts sur l'allaitement, m'être renseignée, comme quoi le pot à pot était hyper important pour la montée de lait, etc. J'avais eu mon pot à pot pendant 2 heures avec le bébé, etc. Il prenait le lait, il prenait le sein facilement, il tétait. C'est juste que la douleur était insoutenable, vraiment insoutenable, et je m'y attendais pas. Pour ça, je remercie les sages-femmes de m'avoir dit ok, accroche-toi, ça vaut la peine.
Parce que c'est vrai que sur le moment, je me disais, oh, je vais pas y arriver, stop quoi, ça fait trop mal. Et donc heureusement qu'on m'a dit, non, franchement, accroche-toi, ça vaut vraiment la peine. Je me suis accrochée, mais c'est vrai que au bout de la journée se passe très bien, mais au bout de ma journée, je suis épuisée. Allaiter me fait mal, le soir tombe, et là, le bébé se réveille, il se met à hurler, et pleure, et toute la nuit, il pleure. Et moi, je suis épuisée, et je n'arrive pas à tenir éveillée. Et à ce moment-là, mon compagnon a été merveilleux. C'est lui qui a du coup géré, qui a gardé le bébé dans les bras pendant toute la nuit. Il pleurait, il le prenait contre lui, et puis de temps en temps, il venait, il disait « je suis désolée ». Je crois qu'il a faim vraiment. Et moi j'étais tellement épuisée, j'arrivais plus à rassembler mon énergie pour encore avoir mal. Et donc ce à quoi j'ai pensé, c'est que j'étais ok, j'avais le corps en charpie. J'avais été recousue, mais c'était même pas ça le pire. J'avais des hémorroïdes, des enfers énormes. Et donc, je devais tout le temps demander de la glace. J'osais pas m'asseoir. Je devais évidemment me redresser pour l'allaiter. J'avais peur. Heureusement, j'avais un lit électrique. Mais donc, j'avais peur. Je savais pas comment me mettre. Et c'était extrêmement douloureux. Douloureux. Donc, tout allaitement, c'était pas du tout la joie et le plaisir que j'avais entendu et que j'avais lu. Donc, c'était... au lieu d'être un moment magique et magnifique, c'était de la douleur. Et après avoir eu un accouchement douloureux, alors que j'étais venue en me disant ok, cet accouchement ça va être le moment le plus merveilleux de ma vie, j'ai pas peur d'avoir mal, ça va bien se passer. J'avais eu mal, et ben là ça continuait, la douleur continuait. Et donc la journée ça se passait bien, mais la nuit, je n'arrivais plus à tenir éveillée et le bébé pleurait. Donc la nuit de Java, j'en ai eu 2. La nuit 2 a été horrible et la nuit 3 a été encore pire. Et là, ça a vraiment été terrible. Je voulais pas rentrer à la maison en fait. J'avais peur de voir la nuit tomber. Tellement les nuits étaient horribles. Je n'arrivais pas à rester éveillée. Je l'entendais pleurer au loin. Et j'avais pas la force de me réveiller. Et en fait, il y a eu une des sages-femmes qui l'a mise dans mon lit et me l'a mise à côté. Et heureusement qu'elle a fait ça. Parce que sur le moment, j'ai ressenti un truc bizarre. Je comprenais pas qui était l'être qui était à côté de moi. Je comprenais pas. C'était mon bébé, je le savais. Mais j'ai pas eu le syndrome d'attachement dont on parlait. Alors que je l'allaitais, alors que j'avais eu les 2 heures de peau à peau, la connexion s'était pas faite. Et là, heureusement que cette sage-femme l'a mis dans mon lit à côté de moi. Parce que je crois que c'est grâce à ça que ça s'est fait. Ce peau à peau, cette connexion s'est faite à ce moment-là, je pense. Et donc petit à petit, la connexion s'est faite et puis là, j'ai eu la montée de lait, etc. J'ai continué à avoir mal à l'allaitement pendant bien 3 semaines. On m'avait dit qu'il fallait tenir 2 semaines, là ça a duré 3 semaines. Mais donc cette connexion dont on m'avait parlé, genre la connexion au premier regard, ben elle n'était pas venue au premier regard. Et donc j'avais dû attendre pour cette connexion, et donc je l'ai appris plus tard, mais ça a été ça le grand drame, la grosse sensation de postpartum, de dépression postpartum, elle a été là. Elle était dans cet attachement qui n'est pas venu tout de suite. Donc voilà. Et ça, c'était difficile à dire, à dire et à vivre parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais vu dans mon entourage que il était de bon ton de dire que tout se passait bien, que j'étais la plus heureuse au monde, etc. Et qu'en fait, en réalité, il y avait rien de tout ça, quoi. Je me sentais pas heureuse et épanouie, j'avais mal. Donc, au lieu d'éprouver un bonheur sans limite, une satisfaction extrême, etc.,
je ressentais pas ça, quoi. J'avais juste mal. Après, à côté de ça, la journée c'était magique parce que on a énormément ri. Et je crois vraiment que c'est ça qui m'a sauvée, qui nous a sauvés avec mon compagnon, c'est que malgré tout ce qu'on vivait, on n'a jamais perdu notre sens de l'humour. Et donc on riait vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, ça m'a sauvée. Après ça, j'ai pu rentrer à la maison. Et j'avais très très peur. Parce que ce qui apaisait mon bébé, c'était d'être contre moi, d'être entre nous. Et évidemment, on nous dit partout que le cododo c'est strictement interdit. Sauf qu'en fait, nous, ça nous a sauvés. Heureusement, on a eu une sage-femme qui nous a sauvés à ce niveau-là, qui nous a dit mais en fait, oui, c'est interdit le cododo, il faut pas... faire très attention, il faut être très vigilant, mais en fait la mère elle est extrêmement vigilante déjà. Et on dit oui, souvent on dit non, mais le papa pas. Et en fait ça nous a fait vraiment mal parce qu'on a dit ok, vous pouvez faire le cododo, mais juste la maman. Donc il faut vous arranger, bougez votre lit, mettez-le contre un mur et pour que le bébé soit juste à côté de la maman. Et pour nous, on avait vécu toute notre parentalité comme un trio. Et donc le fait qu'il soit pas entre nous, ça nous a beaucoup de mal. Et en fait, notre sage-femme a dit si, en fait, vous allez faire un petit nid et vous allez le mettre entre vous, entre vos oreillers à vous deux. Et ça nous a sauvés, en fait. Ça nous a vraiment sauvés. Ça l'a beaucoup calmé, il a arrêté de pleurer la nuit. Et voilà. Et petit à petit, notre famille est née. Et là, c'est devenu magique. Alors, il y a encore plein de choses à raconter, plein d'événements, mais je garde ça pour plus tard. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que ça aura pu vous aider de quelconque manière. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Et si vous avez apprécié cet épisode, je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain dans lequel je recevrai Miguel. Il viendra nous parler avec passion de son métier de sage-femme. Une manière d'entrer en salle d'accouchement et de brasser tout un tas de sujets passionnants. À très vite pour nous entendre.